Il signa les papiers du divorce avec un sourire narquois, pensant qu'il quittait une femme ruinée. Mais il n'avait aucune idée que j'avais hérité de l'empire immobilier de $180 pour lequel il travaillait et que j'étais sur le point de devenir sa nouvelle patronne, celle qui mettrait fin à sa carrière. Il signa les documents avec un sourire narquois, la plume dorée de son stylo plume crissant bruyamment contre le document qui mettait fin à notre mariage de 7 ans. Dehors, un blizzard s'abattait sur les murs de verre de la salle de conférence du 60e étage, transformant l'horizon de New York en un flou de statique blanche. À l'intérieur, le silence était absolu. Dominique Sterling ne me regarda pas. Il vérifia sa montre, un lourd chronomètre en platine qui coûtait plus cher que ma première voiture, et décrocha immédiatement son téléphone. Je savais exactement à qui il envoyait un message. Il envoyait un message à Bianca à propos de leur week-end à Aspen. Voilà, dit Dominique, faisant glisser les documents sur la table en acajou sans établir de contact visuel. C'est fait. Vous avez 30 jours pour quitter l'appartement terrasse, Serena. Je le mettrai en vente le mois prochain. Le marché est trop dynamique pour le laisser vide. Il se leva, ajustant sa cravate de soie, me regardant comme si j'étais un meuble déprécié qu'il envoyait enfin au stockage. Essayez de trouver quelque chose de plus petit, ajouta-t-il, sa voix dégoulinante de fausse pitié. Peut-être un studio près du musée. Cela correspond mieux à votre petite vie poussiéreuse. Laissez un commentaire et faites-moi savoir d'où vous écoutez en ce moment. Êtes-vous dans une ville enneigée comme celle-ci ou quelque part au chaud? J'aimerais voir qui se connecte aujourd'hui. Dominique attrapa son manteau en cachemire, mentalement déjà à mi-chemin de l'aérodrome privé. Il pensait qu'il était le protagoniste de cette histoire, le vice-président du développement très influent qui se débarrassait d'une épouse ennuyeuse et peu ambitieuse. Il pensait se libérer d'un poids mort. Il n'avait aucune idée qu'il se tenait sur un piège que j'avais construit avant même que nous nous rencontrions. « Asseyez-vous, monsieur Sterling, dit la juge Kitts. Sa voix n'était pas forte, mais elle portait le poids d'un maillet frappant le chêne. C'était une femme qui avait vu des empires s'élever et tomber, et elle n'avait aucune patience pour les hommes qui se prenaient pour des dieux. Dominique marqua une pause, un froncement de sourcils lui plissant le front. « J'ai un vol à prendre, madame la juge. Le divorce est signé. Nous avons terminé ici. » Le divorce est signé, corrigea la juge Kitts, faisant glisser une épaisse enveloppe de couleur crème sur la table. Mais la division des actifs nécessite une divulgation complète de tous les changements financiers importants. Et depuis 72 heures, le statut financier de votre épouse a changé. Dominique laissa échapper un rire bref et dédaigneux. Votre mère vous a-t-elle laissé sa collection de dés à coudre anciens, Serena? Ou peut-être cette vieille maison de ville à Brooklyn? Gardez-la. Je ne veux rien de votre famille. Je veux juste partir. Je ne parlais pas. Je le regardais simplement. Je regardais la façon dont il me congédiait, la façon dont il congédiait ma famille, la façon dont il congédiait l'histoire même qui lui avait permis d'exister. La juge Kitts brisa le seau de cire rouge sur l'enveloppe. Le son fut aigu, comme un os qui se brise dans la pièce silencieuse. Ceci est l'exécution du testament pour la succession de la regrettée Victoria Vance, Luel, ses yeux parcourant la page. En tant que seule héritière survivante, le contrôle total de la fiducie familiale Vance a été transféré à Serena Vance. Dominique leva les yeux au ciel, vérifiant à nouveau son téléphone. Félicitations, Serena. Profitez de la fiducie. Puis-je partir maintenant? La fiducie, continua la juge Kitts, sa voix baissant d'un octave, détient une participation majoritaire dans un portefeuille diversifié d'actifs mondiaux évalué à environ 180 milliards de dollars. Le pouce de Dominique se figea sur son écran. La pièce sembla basculer. 180 milliards, murmura-t-il, le nombre lui semblant étranger dans sa bouche. C'est impossible. C'est le territoire de la richesse souveraine. Le portefeuille comprend le groupe Vantage, Highland Logistics, poursuivit la juge implacablement, et la part majoritaire de contrôle d'Obsidian Capital Partners. Dominique pâlit. La couleur lui quitta le visage si rapidement que cela ressembla à un tour de magie. Obsidian Capital Partners n'était pas seulement une entreprise. C'était le conglomérat qui possédait la société de développement pour laquelle Dominique travaillait. C'était l'entité qui signait ses chèques de paie. C'était le propriétaire de l'immeuble où nous étions assis en ce moment même. C'est une erreur, balbutia Dominique, son arrogance se fracturant. Obsidian est détenu par une fiducie aveugle.
Le conseil est dirigé par un mandataire, une femme nommée V. Moore. Vance, dis-je. C'était la première fois que je parlais depuis qu'il était entré dans la pièce. Ma voix était calme, dépourvue de la colère qui l'attendait. Serena Vance. V. Moore n'était que le nom sur la connexion. Dominique me regarda. Ses yeux étaient grands ouverts, cherchant sur mon visage la femme silencieuse et soumise qu'il pensait connaître. Mais elle n'était pas là. Vous détestiez V. Moore, continuai-je en me penchant légèrement en avant. J'ai lu vos mémos internes, Dominique. Vous l'appeliez une dinosaure. Vous l'appeliez une relique aveugle qui bloquait vos progrès parce qu'elle refusait d'approuver vos raccourcis de zonage à haut risque. Vous avez passé 2 ans à insulter votre patronne en face sans jamais voir son visage. Vous, râla Théil, agrippant le bord de la table. Vous étiez au conseil. J'étais le conseil, le corrigeai-je. Vous pensiez que mon silence était soumission, Dominique, mais dans un panoptique, l'observateur doit rester silencieux pour voir la vraie nature du prisonnier. Je n'étais pas juste assise en arrière-plan à ces dîners. Je vous auditais, et vous avez échoué à tous les tests. Le silence qui suivit n'était pas vide. Il était lourd, comme l'air dans un coffre-fort juste avant que la porte ne se referme. Dominique resta assis là, la bouche légèrement ouverte, me regardant comme si j'étais une étrangère qu'il avait croisée 1000 fois dans la rue, mais qu'il n'avait jamais vraiment vue. Il essayait de réconcilier la femme silencieuse qui organisait ses chaussettes avec la présidente qui avait opposé son veto à ses propositions d'acquisition les plus risquées au cours des 24 derniers mois. J'ai observé la prise de conscience le frapper par vagues. Ce n'était pas du regret, c'était du calcul. Il rembobinait les 7 dernières années dans sa tête, cherchant les indices qu'il avait manqués, mais il ne les trouverait pas parce qu'il n'avait jamais regardé en bas. Les gens supposent souvent que ceux qui servent le font par nécessité. Ils confondent le silence avec un manque d'autonomie. Dominique croyait que parce que je passais mes journées à préserver l'histoire dans des archives poussiéreuses, je vivais dans le passé. Il qualifiait mon travail de pittoresque. Il qualifiait ma passion pour l'intégrité structurelle d'ennuyeuse. Pour lui, l'architecture concernait la façade, le verre, la hauteur, l'éclat. Il avait bâti sa carrière sur ce que les analystes commerciaux appellent la glass cliff, le précipice de verre. Il prospérait sur la volatilité, prenant des paris à haut risque et à forte récompense qui semblaient brillants lorsqu'ils fonctionnaient et catastrophiques lorsqu'ils échouaient. Et chaque fois qu'il oscillait au bord de ce précipice, chaque fois qu'un accord menaçait de s'effondrer sous le poids de son propre ego, il supposait que c'était la chance qui le sauvait. Ce n'était pas la chance. C'était moi. Pendant des années, j'avais été la main invisible qui étudiait l'échelle qu'il gravissait. Quand il a proposé l'expansion de Hudson Yard, j'étais le vote anonyme qui a forcé un audit environnemental obligatoire, sauvant l'entreprise d'un procès d'$1 milliard 6 mois plus tard. Quand il voulait vider le fonds de pension pour gonfler les dividendes trimestriels, j'étais celle qui bloquait discrètement la motion aux petites heures du matin pendant qu'il dormait à mes côtés. J'avais inversé la dynamique. Il pensait qu'il était le bâtisseur et que j'étais l'accessoire. En réalité, il était la responsabilité et j'étais le fondement. Je n'ai pas caché mon identité pour le piéger. Je l'ai caché parce que ma mère m'a appris que l'argent change la façon dont les gens vous regardent. Il transforme l'amour en une transaction et la loyauté en une stratégie. Je voulais savoir s'il aimait Serena l'historienne ou s'il n'aimerait que Serena Laïs. Il a répondu à cette question le jour où il a manqué l'enterrement de ma mère pour assister à une cérémonie d'inauguration pour un centre commercial dans le New Jersey. Il m'a dit que c'était juste des affaires. Assise dans cette salle de conférence froide, je regardais l'homme qui avait traité ma vie comme un obstacle à son ambition. Il pensait qu'il était l'architecte de notre avenir. Il n'avait aucune idée qu'il venait de remettre les plans à l'équipe de démolition. Dominique ne s'excusa pas. Les hommes comme lui n'éprouvent pas de honte. Ils n'éprouvent qu'une perte de levier. Il se leva, boutonna son manteau en cachemire avec des mains tremblantes, et sortit de la salle de médiation sans un mot de plus. La porte se referma avec un déclic, et le blizzard extérieur sembla l'engloutir tout entier. Mais la guerre n'était pas terminée. Elle se déplaçait simplement vers un champ de bataille différent. 10 minutes plus tard, alors que j'étais assise à l'arrière de ma berline, regardant la ville gelée, mon téléphone vibra. C'était une notification de MarketWatch, un blog de potins financiers féroces que Dominique lisait religieusement. Le titre apparut sur mon écran avec la grâce subtile d'un marteau-piqueur, héritière instable menace la stabilité du marché.
Le nouveau propriétaire d'Obsidian Capital est-il en pleine dépression nerveuse? J'ouvris l'article. Il était anonyme, citant des initiés préoccupés par l'avenir de l'entreprise. Il dressait le portrait d'une transition de leadership chaotique et émotionnelle. Il affirmait que la nouvelle présidente était une épouse éconduite agissant par hystérie et utilisant l'entreprise pour régler une vendetta personnelle. Il ne nommait pas explicitement Dominique, mais il décrivait parfaitement sa situation, le présentant comme un martyr du népotisme corporatif, un brillant cadre purgé par une ex-femme vindicative. Puis vint le message texte. Il apparut en haut de mon écran. L'expéditeur était simplement indiqué comme Dominique. Vous possédez peut-être l'immeuble, Serena, mais je possède le récit. Le conseil déteste l'instabilité. Si le cours de l'action chute de 10 points d'ici demain matin, ils forceront un vote de défiance avant même que vous n'obteniez votre carte d'accès. Réglez cela maintenant. Donnez-moi l'indemnité de départ ou je réduirai en cendres l'héritage de votre mère. Je fixai l'écran. Je ne ressentis pas la douleur de la trahison. Je ne ressentis pas l'envie de pleurer ou de crier ou de l'appeler pour supplier une trêve. Tout ce que je ressentis fut une clarté froide et clinique. Il me donnait raison. Il n'était pas intéressé par l'entreprise. Il la tenait en otage. Il pensait que c'était une partie d'échec. Il pensait qu'il pouvait me bluffer pour me faire abandonner en menaçant la seule chose qui, il le savait, me tenait à cœur, la réputation de ma famille. Mais il avait commis une erreur critique. On ne menace pas un historien avec le passé. Nous savons comment creuser. Je ne répondis pas à son message. Je ne rédigeais pas de communiqué de presse pour nier les rumeurs. J'ouvris simplement mon ordinateur portable et me connectai au serveur sécurisé d'Obsidian. J'envoyai un seul email au responsable du service informatique. Objet, autorisation d'audit forensique de niveau 5. Corps, isoler tous les serveurs. Répliquer les disques durs du vice-président du développement. Accorder un accès immédiat à l'équipe forensique externe. J'appuyai sur envoyer. Il voulait une guerre de mots. J'allais lui donner une guerre de données. Entrer au siège d'Obsidian Capital Partners était généralement une affaire discrète. Je me connectais à la réception en tant que visiteuse, j'attendais que Dominique termine ses appels et je m'asseyais sur le canapé en cuir moelleux, inaperçu du personnel. Aujourd'hui, l'atmosphère était différente. C'était la différence entre une bibliothèque et un abri anti-bombe. Tandis que je traversais le hall de marbre, les conversations s'éteignirent. Les téléphones furent abaissés. Le garde de sécurité, un homme que Dominique avait ignoré pendant 5 ans, ajusta sa cravate et me fit un signe de tête. Il tint l'ascenseur ouvert. Il savait. Tout le monde savait. L'épouse ennuyeuse était maintenant la personne qui signait les chèques. Je n'allai pas au bureau de Dominique. Je me rendis à la suite exécutive et convoquai Bianca. Elle arriva 5 minutes plus tard, l'air d'aller à la potence. Bianca avait 26 ans, elle était brillante pour gérer les crises et était actuellement terrifiée à l'idée que sa carrière ne se termine avant le déjeuner. Elle serrait son sac à main comme un bouclier. Elle s'attendait à ce que l'épouse éconduite crie à propos de l'aventure, lui jette de l'eau au visage, exige des détails sur Aspen. Je ne lui offris pas de siège. Je me tenais près de la fenêtre, regardant le blizzard qui ensevelissait la ville. Je ne suis pas intéressé par votre vie personnelle, Bianca, dis-je, lui tournant le dos. Je ne suis pas intéressé par les SMS, les week-ends ou les mensonges. Ce sont des dettes émotionnelles, et je les ai annulées. Je me tournai pour lui faire face. Elle cligna des yeux, déséquilibrée par l'absence de rage. Je suis intéressé par mon entreprise, continuai-je. Dominique utilise les ressources de l'entreprise pour mener une campagne de diffamation contre l'actionnaire majoritaire. C'est de la malversation d'entreprise. Si vous êtes impliqué, vous êtes responsable. Si vous ne faites que suivre des ordres, vous êtes un témoin. Bianca déglutit difficilement. Elle était assez intelligente pour savoir que la loyauté envers un navire qui coule n'est qu'une façon élégante de se noyer. Il m'a dit de publier l'article, murmura-t-elle. Il a dit que si nous vous dépeignions comme instable, le conseil paniquerait. Il m'a fait rédiger le communiqué de presse pour demain. Il m'a donné les dossiers. Donnez-les-moi, dis-je en tendant la main. Elle hésita, puis fouilla dans son sac et en sortit une clé USB argentée. C'est tout, dit-elle, sa voix tremblante. Les brouillons, la liste des médias, les emails de stratégie.
Il m'a dit de garder une sauvegarde au cas où il serait bloqué. Il a dit que c'était son levier. Elle pensait qu'elle remettait les preuves d'une guerre de relations publiques. Elle pensait qu'elle échangeait des potins contre l'immunité. Elle n'avait aucune idée qu'elle me remettait les codes nucléaires. Je pris la clé. Elle était froide et lourde dans ma paume. Vous pouvez y aller, Bianca. Les ressources humaines vous contacteront concernant votre indemnité de départ. Elle quitta la pièce en courant. Je regardais la clé USB argentée dans ma main. Dominique était arrogant, mais il était aussi paresseux. Il n'aimait pas transporter plusieurs disques. S'il avait dit à Bianca de sauvegarder son levier, il n'avait pas seulement sauvegardé les communiqués de presse. Il avait sauvegardé tout ce qu'il craignait de perdre. L'audit forensique n'a pas eu lieu dans une salle de conférence avec des tables en acajou. Il a eu lieu dans la salle des serveurs, un espace qui bourdonnait du son agressif des ventilateurs de refroidissement et du flux invisible de données. C'était stérile, froid et brutalement honnête. Les chiffres ne mentent pas. Ils attendent juste que quelqu'un pose les bonnes questions. Je m'assieds à côté de Kiran, le chef comptable forensique que j'avais embauché 1 heure auparavant. C'était un homme qui regardait les feuilles de calcul comme un artiste regarde une toile. Il avait la clé USB branchée sur un terminal isolé. Nous avons trouvé les fichiers de relations publiques, dit Kiran, son visage illuminé par la lueur bleue du moniteur. Des choses désagréables. Mais ce n'est pas le problème. Quel est le problème, demandai-je. La clé n'était pas seulement une sauvegarde de la campagne de diffamation, expliqua Kiran, tapant une commande qui inonda l'écran de données en cascade. Monsieur Sterling a fait un dump complet de son profil utilisateur avant de quitter le bureau hier. Il a copié tout son dossier et mes documents. Il n'a probablement même pas vérifié ce qu'il y avait dans les sous-répertoires. Kiran cliqua sur un dossier étiqueté « Riverside interne ». J'ai recoupé ces rapports trimestriels avec les données brutes de cette clé, dit Kiran. Regardez ceci. Au cours des 12 derniers trimestres, Dominique a déclaré un taux d'occupation de 98% pour les propriétés commerciales du Midwest, ce qui a déclenché son bonus de performance maximale. Il pointa une colonne de chiffres rouges sur le côté droit de l'écran. Mais les relevés bancaires réels montrent des revenus locatifs cohérents avec seulement 82% d'occupation. Kiran dit, il y a un écart de 16%. C'est environ 4,8 millions de dollars de revenus manquants. Il faisait du leasing fantôme, dis-je, la prise de conscience s'installant dans ma poitrine comme de la glace. Il marquait des unités comme occupées dans le système pour atteindre ses objectifs, puis déplaçait les budgets de maintenance pour couvrir le manque à gagner. Exactement, Kiran hocha la tête. Il volait le fonds d'entretien de l'immeuble pour payer son propre bonus. Il a dépouillé les actifs pour brosser un joli tableau pour le conseil. Je fixai l'écran. Ce n'était pas seulement de la négligence. Ce n'était pas seulement de mauvaises affaires. C'était de la fraude. C'était un crime fédéral. Dominique pensait qu'il menait une bataille de divorce. Il pensait qu'il négociait une pension alimentaire. Il ne réalisait pas qu'il venait de franchir la ligne du tribunal civil au tribunal pénal. Et plus important encore, il avait déclenché le piège que je ne savais même pas qu'il attendait. Imprimez-le, ordonnai-je en me levant. Imprimez tout et trouvez-moi le modèle de contrat de travail de 2021, celui que Dominique a insisté pour que nous utilisions pour les embauches de cadres. Kiran parut confus, mais je souris. Ce n'était pas un sourire chaleureux. C'était le sourire d'une historienne qui venait de trouver la preuve irréfutable dans les archives. Il y a une clause, dis-je doucement. La clause Sterling. Il l'a écrite lui-même pour licencier un rival. Elle stipule que tout cadre trouvé falsifiant des données perd tous les droits à l'indemnité de départ et aux options d'achat d'actions acquises. Dominique voulait brûler mon héritage. Au lieu de cela, il venait d'incinérer son propre parachute doré. Les portes de la salle de conférence s'ouvrirent avec un lourd sifflement pressurisé. Dominique entra, flanqué de son avocat, ressemblant moins à un homme faisant face à un audit qu'à un général conquérant arrivant pour accepter une reddition. Il jeta sa mallette sur la table en acajou, la même table où ma mère avait signé les documents d'incorporation originaux 40 ans auparavant. Faisons vite, dit Dominique, ne prenant pas la peine de s'asseoir. Il ne regarda pas les membres du conseil alignés le long des murs. Il ne regarda que moi. Mon équipe a préparé l'accord de séparation, 6 millions de dollars d'indemnité de départ, acquisition immédiate de toutes les options d'achat d'actions, et un accord de non-dénigrement liant l'entreprise à ne pas commenter mon départ.
Signez-le, et le billet de blog sur votre instabilité mentale disparaît. Refusez, et demain matin, je donnerai une interview exclusive au Wall Street Journal. Il se pencha en avant, posant ses mains sur la table. Couler ou nager, Serena. N'est-ce pas ce que je vous ai toujours dit? Je ne sciais pas. Je ne regardais pas son avocat. J'appuyais sur un seul bouton de la console devant moi. Les lumières de la pièce s'atténuèrent et l'écran massif derrière moi s'anima. Ce n'était pas une offre de règlement. C'était une feuille de calcul. Plus précisément, les données brutes des journaux d'occupation de la région du Midwest. Asseyez-vous, Dominique, dis-je. Ma voix n'était pas forte, mais dans l'obscurité soudaine de la pièce, c'était la seule chose qui importait. Il fronça les sourcils, plissant les yeux vers l'écran. Qu'est-ce que c'est? C'est des données internes. Vous ne pouvez pas montrer cela. Colonne C, dis-je, pointant la télécommande laser vers les chiffres rouges. Taux d'occupation déclaré, 98%. Revenu réel, 82%. Vous falsifiez les comptes depuis 3 ans pour déclencher vos bonus de performance. C'est 4,8 millions de dollars de vol, Dominique. La pièce devint silencieuse. L'avocat de Dominique ferma lentement son dossier, s'éloignant de quelques centimètres de son client. C'est une erreur administrative, balbutia Dominique, son visage virant au rouge tacheté. Je peux expliquer cela. C'est de la comptabilité créative. Tout le monde le fait. Vous ne pouvez pas me virer pour avoir atteint des objectifs. En fait, dis-je, faisant glisser une seule feuille de papier sur le bois poli vers lui. Je peux, et je n'ai même pas à vous payer pour partir. Il baissa les yeux. C'était une photocopie d'un amendement au contrat de travail d'il y a 3 ans. Vous souvenez-vous de cela, demandai-je. Vous l'avez écrit vous-même. Vous l'avez appelé l'initiative zéro tolérance. Vous l'avez utilisé pour licencier Marcus, ce vice-président junior qui menaçait votre progression de carrière. Vous avez insisté pour que le conseil ajoute une clause spécifique pour tous les dirigeants. Je la lus à voix haute, mes yeux ne le quittant jamais. Tout dirigeant trouvé ayant sciemment manipulé des données financières pour influencer la rémunération, perd tous les droits à l'indemnité de départ, à la rémunération différée et aux options d'achat d'actions non acquises. Le licenciement est immédiat et pour motif. Dominique cessa de respirer. Il fixa le papier. Il fixa sa propre signature en bas. L'équipe juridique l'appelle la clause Sterling, dis-je doucement. Vous avez construit le piège, Dominique. Vous avez aiguisé les pointes. L'arrogance ne le quitta pas seulement. Elle s'évapora. Ce n'était pas de la colère. C'était un effondrement structurel total. Il ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Il regarda ses mains, puis la porte, puis moi. L'homme qui avait terrorisé le bureau pendant 5 ans. L'homme qui m'avait appelé un poids mort semblait soudain très petit. Il réalisa que les 6 millions de dollars sur lesquels il comptait l'argent pour l'appartement, les voyages à Aspen, la vie à laquelle il se sentait en droit étaient partis. Il n'était pas seulement licencié. Il était liquidé. Sécurité, dis-je dans l'interphone. Veuillez accompagner Monsieur Sterling jusqu'au hall. Il n'a pas d'effet personnel à récupérer. Dominique ne se battit pas. Il ne cria pas et ne fit pas de scène. Lorsque les 2 gardes s'avancèrent, il se dégonfla simplement, se laissant guider hors de la pièce comme un invité qui avait dépassé son temps à une fête à laquelle il n'avait jamais vraiment été invité. Les lourdes portes se refermèrent derrière lui, scellant le silence. Je me levai et marchai jusqu'à la fenêtre du sol au plafond. Le blizzard avait cessé. En dessous, la ville de New York était une vaste grille de lumières ambrées, un océan immense d'électricité et d'ambition. Je fouillai dans mon sac et en sortis le vieux plan jauni que j'avais conservé des archives, le dessin original de la clé de voûte de cette tour même. Dominique l'avait utilisé comme sous-verre pour son scotch. Je le plaçai dans un cadre sur le bureau. La vengeance est un feu qui brûle tout ce qu'il touche, y compris la personne qui tient la torche. Mais la justice est juste de la clarté. C'est la pluie qui lave la saleté du trottoir. Je n'avais pas détruit Dominique. J'avais simplement appliqué ses propres règles à sa vie. J'avais enlevé la pourriture pour que la fondation puisse tenir. Je regardais la chaise vide à la tête de la table. Je n'étais plus seulement une épouse. Je n'étais plus seulement une historienne. J'étais l'architecte de ma propre vie. Au final,
il a construit un monument à son ego, mais j'ai bâti un héritage. Si vous croyez que le vrai pouvoir est discret, assurez-vous d'aimer et de vous abonner pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Et dites-moi dans les commentaires quelle est la seule chose que vous avez construite dont vous êtes fier. Je lirai.